Nous allons enchaîner avec une table ronde. Vous l'avez compris, ce matin, nous nous attachons à évoquer la question récurrente du lien entre l'entretien et la restauration. Donc il va s'agir dorénavant d'aborder à la fois le bâtiment lui-même et ses différentes composantes, mais également les décors qu'il abrite et également ses collections. C'est la raison pour laquelle, pour cette table ronde, nous avons choisi de rassembler à la fois des représentants des monuments historiques, un conservateur du musée du Louvre et une conservatrice restauratrice qui dispose de la double analyse de restauration et d'entretien d'un même espace, à savoir la galerie d'Apollon. Donc j'accueille auprès de moi Marie-Agnès Ferraud, Christelle Gara, Alix Lavaux et Stéphane Loire. Donc je vais commencer par présenter Marie-Agnès. Donc Marie-Agnès a été chercheuse au service de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques d'Île-de-France. Elle s'est ensuite attachée à travailler sur les espaces protégés au sein de la sous-direction des monuments historiques et de la promotion des jeunes architectes. Et depuis 2014, elle est conservatrice générale des monuments historiques à la DRAC Île-de-France, où elle a en charge le département des Yvelines, quelques arrondissements parisiens et également le Palais du Louvre et des Tuileries. Christelle Gara, donc Christelle est technicienne des bâtiments de France depuis quasiment 20 ans. Elle seconde les architectes des bâtiments de France conservateurs sur plusieurs monuments, comme le château de Vincennes ou le Grand Palais. Et depuis 5 ans, au sein du bureau conservation travaux de l'unité départementale d'architecture de Paris, elle seconde Frédéric Masviel, conservateur du Palais du Louvre et du Jardin des Tuileries dans ses missions et les opérations de travaux d'entretien. En collaboration avec d'autres architectes des bâtiments de France conservateurs, elle assure le suivi des travaux d'entretien sur d'autres monuments, que ce soit le Palais Garnier, le musée Cluny ou encore le Grand Palais. Alix Lavaux est conservatrice restauratrice, diplômée depuis 2001 de l'Institut central pour la restauration de Rome, spécialisée dans les peintures sur toile, sur bois, les peintures murales, les fresques. Elle est habilitée par la direction des musées de France. Elle travaille auprès des musées et des monuments historiques. Elle est de ce fait habituée à constituer des équipes pluridisciplinaires. Elle est souvent mandataire de groupements de spécialistes pour des accords cadres pour les musées et la restauration de leurs collections, à la fois sur Versailles, la BNF, j'ai des exemples également à Bayonne en province, ou sur des chantiers de décors peints tels ceux de la Bourse du Commerce, collection Pinault à Paris, les fresques de Romanelli, de la galerie Mazarin à la BNF, ou le chantier de la galerie d'Apollon au Louvre. Stéphane Loire, enfin, conservateur général, adjoint au directeur du département des peintures de l'établissement public du musée du Louvre. Stéphane est chargé des collections de peintures italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles depuis 1987. Il est notamment l'auteur d'un catalogue raisonné de ce fonds publié en 3 volumes parus de 1996 à 2017. Nous allons nous attacher à répondre à travers cette table ronde à 2 questions fondamentales, à savoir 1. L'entretien permet-il d'espacer les interventions de restauration? Et 2. Quel est l'impact de l'entretien dans les processus de conservation-restauration? Alors je vais entamer la série de questions en interrogeant Stéphane. Dans votre département, donc le département des peintures du musée du Louvre, avez-vous mis en place une politique régulière de surveillance des collections et de certaines œuvres majeures? Alors pour commencer, je vais faire peut-être un rappel historique sur, disons, la distinction au Louvre entre contenant et contenu, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les conservateurs des collections ne s'occupaient pas du contenant. C'est-à-dire qu'il y a le palais du Louvre, qui est un palais ancien, un palais avec des décors historiques, dont certains remontent au XVIIe siècle. Et puis il y a les collections qui ont été à l'origine de la création du musée, les collections qui ont donné d'emblée, qui ont fait l'objet d'emblée de l'attention des conservateurs, de conservateurs-restaurateurs, on ne les appelait pas encore comme cela, dans le cadre de restauration. Mais il y avait, je dirais, une distinction assez franche entre ce qui était à l'intérieur du palais, ce qui était de l'ordre du cadre du palais. Et pendant très longtemps, lorsque j'ai commencé à travailler au musée du Louvre dans les années 80, eh bien, du point de vue des conservations, on considérait pour nous que les conservateurs n'avaient pas à s'occuper des décors, que tout ce qui concernait les décors, leur entretien, leur restauration,
était du ressort du service des monuments historiques, des architectes en chef des monuments historiques en charge du palais. À l'époque, ça s'appelait architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, et que au conservateur revenait en revanche la conservation et l'entretien des collections. Alors cela se traduisait en termes budgétaires. Il y avait des budgets spécifiques pour la restauration des collections, que géraient les conservateurs du département des peintures. Il y avait d'autre part des budgets spécifiques pour la restauration du bâtiment et de ses décors, qui étaient du ressort de l'architecte en chef des monuments historiques. Et finalement, il y avait assez peu de relations entre les deux. On savait qu'à un moment donné, il allait y avoir des décorations de décors, mais les choses ne se décidaient pas forcément d'une façon parfaitement coordonnée. Alors, du point de vue de la conservation, les choses ont vraiment changé à partir des années 1970 pour la conservation du département des peintures, lorsque on a travaillé à la publication de catalogues sommaires illustrés, donc recensant l'ensemble des collections du département des peintures. Donc ce sont 5 volumes publiés entre 1979 et 1986, dans lesquels, pour la première fois, on a inventorié et reproduit surtout la totalité des collections. Et pour ce faire, eh bien, on a pour la première fois pris en compte les décors du palais, parce qu'il y avait eu bien sûr des catalogues publiés depuis la création du musée qui recensaient les œuvres exposées au public, les œuvres mobiles, mais les décors n'avaient pas été pris en compte. Et pour la première fois, donc dans ces catalogues publiés entre 1979 et 1986, eh bien, on a traité les décors comme des œuvres en soi. Donc on a donné des numéros d'inventaire, on a inscrit les œuvres sur ce que l'on a appelé un inventaire supplémentaire, puisque l'inventaire courant est un inventaire donc de tableaux rédigés au XIXe siècle, mais on n'y avait pas inscrit les décors. On a inscrit ces décors sur un inventaire supplémentaire, on a ouvert des dossiers de documentation, on a photographié ces décors, on s'est mis à faire des recherches historiques ou bibliographiques sur ces décors, et puis progressivement, eh bien, c'est imposé l'idée que finalement, eh bien, ces décors faisaient partie des collections du musée. Ça n'était peut-être pas évident pour tous jusque-là, mais c'est devenu une réalité. Et puis les choses, je dirais, ont évolué vers le sens que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec la création de l'établissement public du musée, avec, disons, une tutelle unique sur l'ensemble du musée, donc une tutelle administrative qui concernait à la fois le bâtiment, son architecture et les collections qu'il abritait, avec la création d'un poste de président-directeur du musée du Louvre, et avec, je dirais, une sorte d'unification dans les pratiques, en tout cas une plus grande facilité peut-être à faire travailler ensemble des gens qui ne se parlaient pas forcément beaucoup, qui ne travaillaient pas beaucoup ensemble, et qui au fond, eh bien, travaillaient chacun de leur côté, les uns pour les collections, les autres pour le décor du palais, et on est arrivé à une situation qui est certainement plus cohérente du point de vue de ce que doit être l'intérêt du bâtiment, l'intérêt des collections, et surtout, bien sûr, avant tout, l'intérêt du public. Donc nous en sommes arrivés à une situation, disons, plus homogène, dans laquelle les interventions sur les grands décors sont décidées de concert avec la direction du patrimoine de l'architecture et des jardins du musée, avec le service des monuments historiques représenté par la DRAC Île-de-France, par bien sûr l'architecte en chef des monuments historiques en charge du Palais du Louvre, et avec bien sûr la conservation, les conservations du département des peintures. Et on a vu donc très récemment, eh bien, des interventions tout à fait utiles, tout à fait nécessaires, et qui ont été réalisées donc pour l'entretien de grands décors. Ça a été donc la galerie d'Apollon qui avait fait l'objet d'une importante restauration en 2004. Alix Lavaux va en reparler, mais plus ponctuellement, eh bien, pour ce qui concerne les collections du département des peintures, eh bien, il y a eu des interventions qui ont été menées de concert avec le service de la conservation préventive lors du réaménagement des salles rouges, lors de réaccrochages nécessités par tout simplement la nécessité de repeindre les salles du musée. D'autre part, plus récemment, par la mise en peinture du Salon Carré après l'exposition Pierre Soulages qui s'est tenue en 2019-2020. Et cette mise en peinture, donc préalable à une réinstallation des collections
de peinture des primitifs italiens eh bien, a été donc précédé par une importante campagne de nettoyage des décors donc du plafond de la salle des actes, qui en avait bien besoin. Et puis plus récemment, eh bien, on a vu donc dans le cadre de l'escalier Le Fuel, qui fait l'objet actuellement d'une intervention très spectaculaire, et bientôt, nous l'espérons, donc pour les salles des anciens appartements de la reine Anne d'Autriche, donc qui vont abriter un parcours romain donc des salles du département d'Antiquité grecque et étrusco-romaine renouvelé, eh bien, donc un chantier qui sera entre la restauration, entre l'entretien, mais un chantier qui sera donc, qui là encore, eh bien, mettra en commun des intervenants qui, dans le passé, n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, je dirais qu'il n'y a pas au département des peintures disons, d'outils de suivi habituels de ces grands décors. Hein, d'une part, parce que ces grands décors, eh bien, finalement, ont été intégrés récemment dans les collections du musée du Louvre. Hein, c'est moins d'un demi-siècle, c'est finalement assez peu par rapport à l'ensemble de l'histoire du palais, mais il est évident que nous devons prêter une attention plus grande à ces décors. Il est évident qu'il doit faire l'objet d'un suivi plus régulier. Il est certain que 15 ans écoulés, par exemple, pour la Galerie d'Apollon, entre la grande restauration de 2004 et l'intervention donc de suivi, de nettoyage qui a été réalisée sous la direction d'Alix Lavaux, c'est sans doute beaucoup trop, et il faudra à l'avenir certainement veiller à ce que, donc, avec le secours, avec l'aide du service de la conservation préventive, eh bien, on procède de façon plus régulière à un entretien et un suivi de l'état des grands décors du palais. Merci beaucoup Stéphane. Du coup, je vais me tourner vers Alix Lavaux, puisque effectivement, on avait fait une restauration fondamentale de la Galerie d'Apollon en 2004, donc vous êtes intervenu en 2019. Est-ce que finalement c'était justifié de le faire et est-ce que c'était pas trop tard? C'était absolument justifié, en effet, et ne serait-ce que sur plusieurs points, c'est-à-dire bien évidemment pour la conservation, pour la vérification, pour le dépoussiérage qui est absolument essentiel, et il est important de le faire régulièrement parce qu'il est même, lui, la première source de dégradation, donc c'est essentiel de le faire. On était deux équipes vraiment qui se sont concentrées. Moi, j'avais l'équipe concernant les peintures. Marie Petit avait les sculptures, mais ensemble, nous avons pu, en effet, et avec le département, pu mettre au point tout un système de travail, de repérage, de réflexion, surtout qui soit semblable pour mieux comprendre justement la nécessité de ce type d'intervention et surtout quel est le côté essentiel de quand les faire. Parce qu'en effet, nous avons pu constater différents problèmes qui sont tout simplement liés à la sécurité même du lieu, étant donné que c'est un lieu public, ne serait-ce que vérifier que tout est encore stable, que tout va bien, qu'il n'y a pas de possibilité de petites lacunes ou autres. Et ces interventions sont essentielles parce que ça permet d'anticiper et d'éviter d'arriver au moment où on a le petit bout par terre et on dit « Ah, il y a quelque chose ». Parce que bien évidemment, quand c'est au sol, au-dessus, c'est beaucoup plus grand. Oui, ça n'a pas la même vision. Et de ce qu'on a pu voir, en effet, en 2019, c'est qu'il y avait deux tonneaux qui étaient en effet lacunaires, avec des gros soulèvements d'enduit. D'autre part aussi, le cul-de-four de Lebrun présentait des problèmes assez importants. On a pu vérifier une énorme fissure qui était là. Tout ça n'était pas nouveau, était documenté et tout, mais quand même, on a pu voir à quel point, en définitive, le bâtiment bouge, le mouvement est toujours là, et cela demande donc un contrôle, ce qui a permis de mettre en place justement celui-ci par la suite, en faisant appel aussi à l'architecte Michel Goutal, qui a permis de contribuer à tout ça. Donc c'est vrai que sur un plan purement conservation, c'est essentiel de le faire. Le faire, en effet, avec un laps de temps un peu plus court, c'est mieux, parce qu'on a pu voir d'autres fragilités sur certaines peintures aussi, qui ont été mises tout de suite en sécurité lors de notre intervention, et il est essentiel de le faire à ce moment-là ou plus tard, parce que voilà, c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment qui bouge constamment, on a des dilatations constantes, et il ne faut pas perdre de vue qu'on a un changement climatique qui se pose aussi, et qui désormais aussi contribue à des effets architecturaux majeurs, et les surfaces peintes, les sculptures et tout, sont en fait les dernières surfaces qui, dès qu'elles sont impactées, ça veut dire que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus loin, et c'est en ça où d'y aller régulièrement, ça nous permet
tout simplement de comprendre, d'anticiper et d'évaluer l'urgence ou pas de certaines interventions à faire qui seront peut-être un peu plus approfondies, donc on rentrera dans une restauration, mais qui peuvent être encore juste limitées à une intervention de mise en sécurité, quels que soient aussi quelques problèmes aussi qui peuvent être aussi tout simplement de remise en ordre, à savoir adapter la présentation si c'est sur un problème esthétique aussi, parce qu'on a pu en avoir aussi, on en a vérifié lors de ce chantier en 2019. Et ensuite, un autre point qui est peut-être plus particulier à notre profession, mais qui est absolument essentiel, c'est un retour d'expérience. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir travailler aussi sur la restauration des stucs en 2004, voir à quel point, enfin, à l'époque, on revenait de loin, de travailler dessus, mais de pouvoir revenir voir sa propre restauration dirigée à l'époque par Carlo Usai, mais de revenir 15 ans plus tard et de voir aussi comment tout ça vieillit, c'est essentiel, parce que ça veut dire que nous apprenons toujours, nous comprenons mieux aussi de ce qui a été fait, qui était juste, mais aussi des erreurs qu'on a pu faire. Et comment, dans ces cas-là, voir aussi le vieillissement des matériaux qui existaient à l'époque, quelles sont les améliorations, et de rester toujours dans cet état d'esprit que c'est un métier qui doit continuellement évoluer, avancer, se renouveler et réfléchir. Et c'est pour ça qu'on a aussi toutes ces collaborations avec tout le milieu scientifique, conservation historique, mais c'est tout un ensemble de personnes qui travaillent et qui contribuent à faire avancer les choses. Alors, on a entendu Pierre tout à l'heure nous parler de la notion de la temporalité qui va devenir cruciale sur ces aspects-là. Finalement, la conservation préventive, c'est une notion relativement récente. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers votre retour d'expérience, vous commencez à percevoir des temporalités qui seraient un peu idéales on a des temporalités, on a des notions de temporalité sur les restaurations fondamentales. On sait que les façades pierre du Louvre, on se dit qu'il faut les restaurer tous les 50 à 80 ans. Est-ce que finalement, en conservation préventive, aujourd'hui, on commence à travers toutes les opérations que vous avez pu suivre à avoir des notions de ce que serait la temporalité idéale, pardon. Oui, la temporalité est absolument essentielle. Oui, c'est parce que c'est en fait inévitable. Enfin, souvent, nous, quand on termine une restauration, on conseille derrière des préconisations et l'entretien en fait partie. C'est une chose qui est absolument essentielle. Plus on le fait, plus on évitera de faire des restaurations plus lourdes. Ensuite, il y a il y a tout simplement aussi des matériaux qui ont une durée de vie, parce que notre intervention en tant que restaurateur n'est pas non plus dans une pérennité complète, étant donné qu'on veut pouvoir enlever ce que nous faisons. Donc inévitablement, il y a un suivi régulier. Il y a quand même une politique aussi en France qui est là depuis longtemps aussi, tout du moins au niveau des œuvres mobiles, enfin, c'est-à-dire plutôt des tableaux. C'est aussi ce qu'on appelle des remises en ordre. Donc il y a quand même aussi des interventions régulières de dépoussiérage, de suivi des œuvres mobiles, qui est plus facile en quelque sorte parce qu'il y a moins de logistique. Tandis que dans le bâti, tout est plus lourd, inévitablement. Il faut des échafaudages, il faut quelque chose qui est quand même une matrice assez complexe. Mais si elle est faite de manière régulière et intelligente, en effet, avec cet accès à cette temporalité qui permet de dire on a un suivi et tout, on arrive dans ce cas-là à prévenir beaucoup plus que de guérir. Merci. Alors on va parler un peu du bâtiment. Je vais me tourner vers Christelle et Marie-Agnès. Est-ce que, alors vous travaillez à la fois sur de l'entretien et de la réparation. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu la politique d'entretien telle qu'elle est menée sur les monuments dont vous avez la charge ? Alors effectivement, c'est un sujet qui a déjà été abordé ce matin, notamment sous le plan juridique. La ligne de crête entre entretien, réparation, restauration, elle est très étroite. Et Vincent Negri faisait allusion à la circulaire de 2009, qui est une circulaire du ministère de la Culture, qui essaie de préciser les choses. L'entretien, c'est du dépoussiérage, stricto sensu. Dès lors qu'on parle de décrassage qui nécessite des choix, des niveaux de rendu, là on parle de réparation. Et la restauration, ça c'est on répare des incidences structurelles, des dégâts des eaux, etc. Et là, ça m'amène à évoquer l'interaction indispensable de l'extérieur et de l'intérieur. Donc là, c'est peut-être Christelle Gara qui précisera le rôle de l'architecte des Bâtiments de France, conservateur du Palais, sur
sur les campagnes d'entretien régulières à mener sur le Louvre. Alors le Louvre, c'est pas un bâtiment, c'est quasiment une ville dans la ville, donc ça nécessite d'avoir une vision globale à court et moyen terme. Et en l'occurrence, je dirais que notre rôle, monument historique, c'est de s'assurer que, par exemple, pour le chantier en cours de l'escalier émolien, c'est que les fuites d'eau qui ont eu lieu il y a quelques années soient bien réparées, tout simplement, parce qu'il ne suffit pas de restaurer, enfin, ou de réparer les décors, mais de s'assurer que la cause est bien aujourd'hui traitée, cernée et traitée. Ça, c'est un point important. Je pense que c'est notre rôle en tant que conservation des monuments historiques. Je dirais notre apport par rapport aux conservateurs des collections du musée, c'est une vision globale, parce que le musée effectivement inscrit depuis quelques décennies des œuvres, des éléments de décor au même titre que des tableaux, des sculptures, mais le décor, vous voyez bien à travers toutes ces photos qui déroulent, que c'est pas simplement une toile marouflée ou un bas-relief inséré dans une voûte, dans un écoinçon, c'est tout le décor, donc le parti en stuc, même des décors, j'allais dire, répétitifs, de palmettes, etc. C'est un décor dans sa globalité. Et là aussi, peut-être que Christelle Gara complétera, mais par exemple, pour continuer sur l'exemple l'exemple actuel de l'escalier émolien, au départ, il était question de restaurer la voûte, et on s'est dit, mais il faut aussi traiter les murs, sinon il va y avoir une rupture visuelle de niveau de nettoyage qui va être visible, et profitons également des échafaudages pour traiter les murs. Alors, on aurait envie d'aller plus loin aussi, de dire traitons l'escalier, les marches de l'escalier. Bon, là, la limite, c'est qu'on est dans de l'entretien, peut-être pas de la restauration, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer des nez de marche ou des choses comme ça. Il faut prendre en compte que le musée, est un édifice recevant du public, que la politique du Louvre, c'est que ces opérations d'entretien, de réparation n'obèrent pas le fonctionnement du musée, que les circulations puissent continuer à se faire. Donc c'est là où il faut trouver un juste milieu, et je pense qu'on l'a trouvé en tous les cas pour l'escalier émolien. Du coup, alors je vais juste faire un petit rappel sur les missions principales de l'architecte des bâtiments de France, qui est conservateur du bâtiment. Donc, il assure la maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien et des travaux de réparation, et également s'occupe de la veille sanitaire. Et dans ce cas, c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, Marie-Agnès, on a la chance au Louvre d'avoir des marchés d'entretien qui permettent, sur la partie maçonnerie et sur les parties couverture, d'assurer un suivi très régulier sur l'entretien du monument, et notamment sur les façades. On a des inspections qui sont faites régulièrement, donc sur la durée du marché de 4 ans, et qui permettent de pallier à des urgences, de procéder à des mises en sécurité pour éviter tout sinistre, et permettre vraiment un entretien très régulier du bâtiment. Si on devait retenir une opération exemplaire menée par l'ABF au cours des dernières années, ça serait laquelle? Il y en a plusieurs. Mais je peux parler peut-être des statues des grands hommes, puisque c'est encore d'actualité et qu'on les poursuit. Donc sur les terrasses de la cour Napoléon, on a commencé une campagne de démoussage et de réparation ponctuelle sur les statues des grands hommes, qui permettent, alors là on est vraiment dans le cadre de la conservation du bâtiment et de ses œuvres, en procédant au démoussage et au nettoyage et aux réparations ponctuelles sur les statues, qui permettent vraiment de conserver et de retarder une restauration plus conséquente de ces espaces. J'invite l'auditoire à jeter un œil sur les statues des grands hommes quand vous quitterez le musée ce soir, parce qu'effectivement il y a des premières tranches qui ont été livrées, c'est assez spectaculaire. Est-ce que vous avez pu constater que certaines opérations d'entretien peuvent avoir un impact finalement sur l'état de conservation du bâtiment? Est-ce que l'entretien peut dégrader le bâtiment finalement?
Non, je pense pas que l'entretien puisse dégrader. Au contraire, ça permet au contraire d'anticiper des dégradations qui pourraient survenir si justement il n'y avait aucun suivi périodique. Parce que, on s'aperçoit même, notamment sur les inspections de façade, on passe donc au moins une fois tous les 4 ans sur chaque façade, et on s'aperçoit qu'on arrive quand même à consolider des éléments qui n'avaient pas été identifiés 4 ans auparavant. D'accord. Non, ma question, c'était avec l'utilisation de certains outils, mais je pensais notamment au nettoyage de la pierre, à certains process. Est-ce qu'on n'est pas amené à devoir accélérer derrière les opérations de restauration? Pour vous, pas du tout. Ce n'est pas un élément qui viendrait un peu en contradiction avec l'objectif recherché. Non. D'accord. Je vais revenir sur la galerie d'Apollon. Quand on intervient 15 ans après une restauration fondamentale, est-ce qu'on identifie des problèmes de conservation qui n'avaient pas été identifiés 15 ans auparavant? Alors, il faut dire que la restauration fondamentale qui avait été menée à l'époque, le point de départ était quand même assez lourd. Enfin, on va dire que la galerie d'Apollon était dans un état qui était très abîmé. Donc il est clair qu'à ce moment-là, énormément d'interventions, enfin toutes les interventions ont permis beaucoup de choses et d'évaluer quand même énormément. Maintenant, 15 ans plus tard, il y avait certainement des choses qui n'avaient pas été visibles, mais parce qu'il y avait tellement de choses et que tout n'était pas forcément encore accessible, parce que le bâtiment était encore en mouvement et que les choses étaient en cours et pas évidente à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'en effet, revenir comme ça 15 ans après, on peut voir comment ça a réagi, quels ont été les passages d'humidité aussi par endroits. Toujours, malheureusement, c'est ce pauvre cul de four qui a un peu plus souffert, mais en même temps, quand on voit les photos après le nettoyage et qu'on se rend compte de la réalité de la fracture complexe et multiple de l'enduit, de Lebrun, on comprend aussi qu'il y a encore des choses aujourd'hui. Enfin, ça n'est pas anodin, c'est totalement logique d'une certaine manière. Mais l'humidité qui a pénétré, avec aussi les travaux qui ont eu lieu avec les toitures, enfin ensuite peut-être qu'il y a dans la temporalité, pour revenir un peu dans la discussion du temps, c'est de savoir aussi anticiper quel type de travaux faire avant, après, comment, et laisser le temps faire son travail, savoir sécher. Moi, j'ai été confrontée à des problèmes de pénétration d'humidité, à des zones qui avaient été traitées lors de la restauration fondamentale, sur lesquelles nous avons dû revenir, non pas en profondeur, mais en surface, parce qu'il y a eu des réactions qui se sont produites, tout simplement. Était-ce possible à l'époque d'anticiper ça ? Oui, non. La vie du bâtiment, c'est compliqué et ça fait partie quand même aussi de ce côté qu'on ne peut pas contrôler. D'où toujours cette vérification régulière pour voir à quel moment on a quelque chose qui est défaillant et à partir de là, un passage qui se passe. Mais sinon, on a pu voir quand même, il y avait ces fractures qu'on a pu voir étaient bien présentes. Maintenant, elles ont évolué. Elles évoluent. Alors, on a beaucoup parlé du Louvre, c'est normal, on est au Louvre, mais est-ce que vous avez un autre exemple d'opération d'entretien que vous avez pu suivre et que vous pourriez nous évoquer ce matin? Le Louvre. Il se trouve que non, en fait, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, il y a plusieurs années, c'était de travailler toujours dans cette idée, c'était sur Anselm Kiefer. Donc complètement autre chose, la grande toile, mais qui était pareil, un dépoussiérage et une mise en consolidation des parties, toujours en vue du passage du public. Sinon, pour rester plus concrète au niveau du monument, en fait, en restant sur les monuments, c'est assez rare, non. Il n'y a qu'au Louvre où j'ai eu ça, sinon c'était pour les collections des musées. Et heureusement que le Louvre entreprend ça, parce qu'on est dans un des palais quand même qui sont les plus importants de France. Ce sont les palais avec une histoire qui est la nôtre, et il est essentiel de pouvoir en effet avoir cette politique.
Je reviens sur la notion de la frontière entre l'entretien et la restauration, qui est quand même vraiment le cœur de nos préoccupations ce matin. Est-ce qu'il arrive un moment, et est-ce qu'on sait l'identifier, où l'entretien finalement devient impossible? Et la question s'adresse finalement à vous quatre. L'entretien, alors, en général, le service de la conservation préventive mène une étude préalable, enfin, établit dans la mesure du possible un constat d'état dans le cadre d'une opération d'entretien. C'est vrai que si l'on découvre, une fois que l'échafaudage, enfin je parle des grands décors, enfin à grande échelle, hein, donc dès lors que l'échafaudage est monté, qu'on a l'œil dessus sur près des œuvres, on peut découvrir un état sanitaire beaucoup plus inquiétant que celui que l'on pouvait supposer vu d'en bas. J'ai pas l'exemple concret en tête parce que ça s'est pas vraiment produit, mais effectivement la question est de se dire là on a des fissures, on a eu un dégât des eaux, enfin manifestement il y a des moisissures, on n'avait pas identifié ça au préalable. Qu'est-ce qu'on fait? Bon là c'est je dirais du bon sens aussi, c'est se dire bon il faut sauver l'œuvre, il faut la consolider, il y a l'échafaudage qui est là, on va pas y revenir dans 1 an, dans 2 ans, donc là c'est, oui, je dirais du bon sens, de dire on passe à une étape plus avancée de réparation, voire de restauration. Et c'est là où l'intérêt d'avoir un comité de suivi collégial, où on dialogue avec le musée, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, donc la DRAC, où il n'y a pas forcément de solution univoque, mais c'est un dialogue et avantages, inconvénients. Ce que je me permets d'ajouter aussi par rapport, enfin je rajoute un autre point de vue concernant la temporalité. Anne de Valence y a fait allusion ce matin. Je pense qu'il faut distinguer les salles comme les appartements d'Apoléon III, où effectivement on a des matières organiques, on a du bois, on a du tissu, de l'escalier mollien qui est quasiment purement minéral, mis à part la toile marouflée. Je pense que sur des salons ou des pièces qui risquent qui sont plus soumises à des infestations éventuelles, la temporalité doit être plus raccourcie, je pense, par rapport à des décors. Après, il y a la question du passage aussi des salles. Bon, l'escalier mollien, forcément, c'est un des lieux les plus fréquentés. En plus, on a des ouvertures sur l'extérieur avec la cafétéria qui va sur la terrasse, donc ça amène plus d'air, enfin de mouvement d'air, etc. Donc je pense qu'aussi il y a une distinction à faire entre les différents espaces. Alors, je vais enchaîner sur la question du financement, parce qu'on n'a pas parlé d'argent encore depuis le début de cette matinée. Kim Pham a démarré son intervention tout à l'heure en précisant qu'on faisait des opérations de restauration fondamentale qui évidemment étaient plus spectaculaires. Donc c'est principalement celle-là qu'on voit et celle-là qu'on est tenté de financer. Est-ce que des échanges que vous pouvez avoir par rapport au patrimoine dont vous avez la charge, vous décelez des problèmes chez les maîtres d'ouvrage à pouvoir financer de l'entretien? Alors là, je vais parler d'une expérience. Je sors du Louvre, je vais dans les Yvelines, dont j'ai la charge depuis quelques années, et il se trouve que le conseil départemental a mis en place une politique justement d'entretien pour le petit patrimoine, pour le patrimoine pas forcément protégé au titre des monuments historiques, donc a priori ne bénéficiant pas ou ne pouvant pas bénéficier de subventions de la part de l'État. Et le conseil départemental a mis en place un système de carnet d'entretien sur 3 ans, avec donc des marchés à bon de commande avec 3 architectes du patrimoine et des entreprises. Alors l'entretien, c'est donc il y a un petit diagnostic réalisé par un architecte du patrimoine. Et l'entretien, c'est débousser des toitures, c'est désengorger des gouttières, c'est retirer
enfin, des éléments qui peuvent être nocifs pour la conservation du monument, mais dès lors qu'il faut, bon, s'il faut vérifier la toiture, changer de tuiles, c'est de l'entretien, mais si on passe à la restauration, là, on passe à une autre échelle, et là, on a un vrai projet de restauration avec à la clé une autorisation de travaux et des subventions. Et cette politique d'entretien, elle est en cours de mise en place, mais elle a une vertu qui est d'une part, c'est un formidable levier auprès de petites communes où le maire, voilà, il n'a pas forcément les équipes pour démousser, parce que en plus le clocher c'est très haut, donc ça veut dire une nacelle, enfin ça veut dire des équipements techniques qui coûtent de l'argent, hein, pour dire les choses simplement. Donc là c'est un formidable levier et je pense que sur le court et moyen terme, ça sera très très salvateur pour les monuments, pour la prise de conscience aussi des élus et du public, qu'il vaut mieux un entretien régulier qui évite des drames, je dirais, parce que quand on a moult infiltrations d'eau, ben on finit par avoir des abouts de charpente pourris, la toiture qui s'affaisse, enfin qui entraîne pour le coup des gros travaux de restauration, donc des budgets beaucoup plus importants que, je dirais, un entretien de bon père de famille de son patrimoine. De la même manière, puisqu'on a quand même une partie non négligeable de nos travaux de conservation du patrimoine en général, je mets l'entretien, la réparation et la restauration dans le même panier qui sont financés par des actions de mécénat. Est-ce que vous pensez, avec votre expertise, que finalement c'est plus facile d'aller chercher du mécénat pour des travaux de restauration que pour des travaux un peu plus modestes d'entretien ? Par mon expérience que j'ai eue là au Jardin des Tuileries, il y a un mécénat qui a quand même permis de faire des travaux de réparation sur les escaliers Le Nôtre, ce qui n'était pas négligeable en attendant une restauration plus importante qui aura lieu dans quelques années. Donc, enfin, je pense que le mécénat est bienvenu aussi pour ça. Je pense que ça dépend aussi de l'objet de l'entretien. Si c'est du décor, c'est sûr que ça motivera plus des mécènes que d'entretenir une toiture. Et là aussi, pardon de prendre un exemple lors du Louvre, mais une très belle église à Triel-sur-Seine, une église Renaissance. Bon, il y a des gros travaux structurels, de maçonnerie, etc. Mais il se trouve qu'il y a une chapelle qui a un décor 19e, qui elle aussi est en très mauvais état. Ben, là, on peut espérer que pour restaurer, alors là, c'est vraiment de la restauration quand même, c'est pas de l'entretien, faire appel au mécénat parce que ça, voilà, c'est plus flatteur, on va dire. Les gens peuvent s'identifier, se projeter par rapport à ce patrimoine. Je vous propose également de parler de la documentation, parce que c'est un sujet qu'on a commencé à évoquer ce matin, qui revient régulièrement dans les préoccupations. Est-ce que la consolidation finalement des données dont on commence à disposer sur l'ensemble du patrimoine est utile et utilisée lors des différentes opérations d'entretien que vous avez pu mener, suivre ou piloter? Oui, Stéphane. Dans ce qui concerne les peintures, donc les collections du musée, la documentation existe depuis très longtemps. Elle prend la forme de dossiers de restauration qui sont conservés donc dans la documentation du Centre de recherche et de restauration des musées de France. C'est une documentation qui est extrêmement importante, qui a été constituée à partir des années 1930, qui est constituée de photographies des œuvres avant et en cours de restauration, qui est constituée de rapports de restauration. Ces rapports sont souvent très décevants lorsqu'on veut, pour les plus anciens, mais il y a depuis quelques années une obligation faite aux restaurateurs de fournir des rapports de restauration détaillés, et ces rapports sont évidemment essentiels lorsque l'on fait une programmation de restauration des collections. Pour le Louvre, on restaure une trentaine de tableaux chaque année, enfin des tableaux donc, qui font l'objet de restauration fondamentale, donc avec une intervention qui comporte notamment éventuellement un dévernissage, qui peut comprendre un changement de support. Et lorsque nous restaurons des œuvres qui ont 3 ou 4 siècles, eh bien, il est évident que ces œuvres ne nous sont pas parvenues sans avoir fait l'objet d'interventions de restauration et
qu'il est toujours important, indispensable, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, donc ce qui a été fait sur ces œuvres depuis leur création. Alors nous avons la chance au Louvre d'avoir des archives qui sont très complètes dès la création du musée. Nous avons des documents assez nombreux et pas encore suffisamment exploités sur les restaurations des collections. Nous savons qu'on a énormément restauré au Louvre à l'époque du Musée central des arts, à l'époque du Musée Napoléon. Il y avait une sorte de devoir d'exemplarité que le responsable du musée s'était fait à l'époque de rendre plus présentable des collections qui venaient de l'Europe entière. Donc on a beaucoup restauré, on a transposé quelquefois de façon certainement abusive des grands tableaux qui étaient peints sur bois qu'on a mis sur des supports de toile, des interventions qui ont été, pour certaines ont été traumatisantes, mais enfin qui ont été jugées comme indispensables pour assurer la conservation de ces œuvres qui pour certaines sont reparties dans leur pays d'origine. Et sur ces interventions, eh bien, nous avons heureusement des archives assez complètes, des archives assez détaillées avec les noms des intervenants, avec des mentions quelquefois succinctes de ce qu'ils ont fait. Donc il faut comprendre, lorsque l'on voit tableau enlevé de bois sur toile, que le tableau qui était sur un support de bois a été mis sur un support de toile. Donc c'est une transposition, un type d'opération qu'on ne pratique plus heureusement depuis près d'une cinquantaine d'années maintenant au Louvre, en cas de nécessité absolue, mais qui a été longtemps considéré comme un prodige de la fonction, un prodige de restauration, un prodige qui était donc la condition nécessaire pour assurer le salut d'œuvres aussi importantes que des tableaux de Raphaël, d'Andrea del Sarto, des collections royales, donc avant même la Révolution française. Donc nous avons des archives assez abondantes, des archives qui ne sont pas toujours bien connues, des archives vers lesquelles on essaye de se tourner lorsqu'il faut décider d'une intervention à entreprendre. On décide de restaurer un tableau pour des questions esthétiques, parce que le vernis est devenu trop jaune, parce que le support présente des marques de fragilité, parce que l'œuvre qui a pu être rentoilée 2 ou 3 fois en 2 ou 3 siècles, eh bien, nécessite de l'être à nouveau, ou du moins que son support soit repris. Et pour cela, donc, il est impératif de recourir à cette documentation. Donc cette documentation, ce sont pour les périodes les plus anciennes, jusqu'au milieu du XXe siècle, souvent malheureusement de simples mentions comptables. Ce sont depuis des dossiers plus complets. Et ces dossiers, eh bien, ils sont d'autre part tenus à jour, si l'on peut dire, avec ce qui s'appelle depuis longtemps des fiches de santé, qui n'existent pas pour les décors, mais qui existent pour les collections d'œuvres du département des peintures, et qui sont évidemment essentielles lorsque notamment, eh bien, on doit examiner des demandes de prêt qui portent sur les collections, savoir qu'à un moment donné, un refixage, un bichonnage, une remise en ordre, donc pour mentionner les interventions les plus légères, ont été faites à tel ou tel moment dans la vie de l'œuvre pour les périodes les plus récentes. Donc cette documentation, il est évidemment important de la tenir à jour, il est important de la compléter, et il est important certainement de la développer également pour les décors, puisque, comme je le disais précédemment, il n'existe pratiquement pas de documentation sur les restaurations anciennes des décors. Et là, il y a évidemment de grandes lacunes à combler, mais pour combler ces lacunes, il faut bien sûr commencer par se tourner vers les sources historiques, qui encore une fois sont nombreuses et qui permettent bien souvent d'en savoir beaucoup plus sur l'état présent des œuvres. Elle est absolument essentielle. C'est-à-dire que nous, tout notre travail se base sur ça, c'est-à-dire avant tout de commencer une œuvre, enfin une restauration ou même une remise en ordre ou une intervention d'analyse, on est obligé de faire une synthèse historique, en définitive, de tous les éléments qui nous sont fournis grâce à vous, conservateurs, toutes les personnes actives, et tout ce qu'on peut avoir permet de faire un vrai diagnostic et de dire très clairement quel est l'état de santé du monument, de l'œuvre, et tout est absolument fondamental. Et on a le devoir, nous-mêmes, en tant que restaurateurs, de fournir toutes ces informations, de donner une facilité de lecture aujourd'hui, beaucoup plus ample que celle qu'en effet on ne pouvait avoir avant. Donc cette synthèse permet de récupérer les données essentielles, de les évidencier, de les mettre de manière chronologique aussi, et ce qui permet de récupérer ainsi aussi une certaine stratigraphie
donc des problèmes que les restaurateurs ou conservateurs se retrouveront face à pour la prochaine restauration, non pas dans un entretien cette fois-ci, mais vraiment dans une intervention de restauration. Et on associe en plus de ça tout ce travail à une analyse se basant sur des cartographies qui permettent de localiser en fait les données. Et elle est essentielle et elle se forme sous plusieurs copie, c'est-à-dire que inévitablement on part d'une analyse de la technique d'exécution et ensuite on reporte tout ce qui s'est passé au niveau de l'œuvre, à savoir les accidents, mais aussi les anciennes restaurations, et si possible, on essaye de les distinguer. Et de planifier ainsi les choses, ça permet inévitablement de voir tout de suite, de façon simple, l'état de santé sur le monument, cette fois-ci, comme sur les sculptures ou autres, et on a un accès rapide. Mais ça, c'est vrai que c'est une pratique que nous avons restaurateurs, tout du moins depuis déjà 20-30 ans, on a cette habitude-là. Quand on regarde les archives, il y a 20 ans, 30 ans, peut-être encore, ils étaient un peu plus hésitants, ou c'était encore des calques, tout simplement du papier calque, ou des transparents, on a sur les photos argentiques, donc c'est vrai que là, c'est plus compliqué à comprendre. La numérisation permet de voir les choses, mais bien évidemment, les valeurs chromatiques sont plus aussi fiables que celles que nous avons désormais de plus en plus avec aussi l'évolution technique que nous avons aujourd'hui dans nos mains, enfin, ce qui est essentiel. La documentation, en tout cas, elle est fondamentale. Mais alors là, c'est de la curiosité personnelle. Quand une étude préalable est réalisée, ça veut dire qu'à travers la documentation, vous trouvez les préconisations de modalités de restauration, c'est ça ? Alors, dans les études préalables, on peut avoir en effet un diagnostic et ensuite des préconisations. Tout dépend jusqu'où l'étude se porte. C'est-à-dire qu'il y a moi, dans mes études, soit on me demande de faire juste un diagnostic, sans faire la phase de chantier-test, en quelque sorte, et dans d'autres études, par contre, il y a la phase chantier-test sur laquelle je vais développer des possibilités de protocoles à appliquer pour la restauration de l'œuvre. Ça, c'est essentiel aussi, parce qu'à partir de là, quand on a cette deuxième phase, on peut aussi, dans ces cas-là, penser à budgétiser la future intervention et qu'est-ce qu'il en sera. Donc souvent, dans l'accompagnement, en effet, auprès des architectes qui ont à charge des monuments, on les accompagne et on leur donne cette documentation et on fait des tests qui permettent de dire, voilà, ça prendra tant de temps, il y a cette faisabilité, et de dire déjà un peu quelles sont les portes qui peuvent s'ouvrir ou pas, où on pourra aller. Et ça, bien évidemment, ce sont, je pense, des documents essentiels qui permettent derrière de débloquer des budgets et chercher des mécènes. Et alors, est-ce que les préconisations que vous pouvez faire à l'issue d'une campagne de restauration peuvent être finalement radicalement différentes de ce que vous avez pu mettre en œuvre dans le cadre d'une opération que vous réalisez vous-même ? Ça peut, mais ça dépend ce qu'on attend aussi, en fait. C'est-à-dire quel est l'objectif de l'intervention qui suit. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, de la galerie d'Apollon, moi, j'étais mandatée pour faire un constat, un dépoussiérage, un constat et une intervention d'urgence. Et l'intervention d'urgence est un cas particulier parce que c'est une intervention qui peut s'assimiler un peu plus à la restauration, mais elle est très ponctuelle et elle n'est que sur le cas précis parce que, c'est simple, il faut agir tout de suite, on ne peut pas attendre. Et inévitablement, à partir de là, c'est documenté, mais c'est mis en place aussi de dire, bon, par contre, là, on a fait ça, mais il va falloir prévoir d'ici peu de temps une intervention qui sera beaucoup plus fondamentale et donc d'établir des préconisations pour mettre en sécurité cette œuvre, il faut que dans un délai de moins de 5 ans, vous interveniez. Je pense que tout le monde autour de la table est d'accord pour se dire qu'il faut développer la documentation. Quelle forme ça pourrait prendre ? On est évidemment tenté de dire aujourd'hui il faut que ce soit des moyens informatiques, il faut que ce soit des bases de données, il faut que ce soit... Mais on est finalement quelquefois imprudent lorsqu'on crée de nouvelles bases de données, lorsqu'on crée de nouveaux outils documentaires, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir, comment ils vont se pérenniser. D'autre part, les outils informatiques aussi disparaissent. Donc, je crois qu'il faut continuer à associer des documents papier, tout simplement,
mais qui soit facilement identifiable. Et puis, dans la mesure du possible, eh bien, une documentation d'images sous forme peut-être d'images multiples d'œuvres avant et après restauration qui puissent être consultées aisément. Mais enfin, l'essentiel est que tout ça reste accessible. Et même au musée du Louvre, on a quelquefois du mal à retrouver des informations précises sur ce qui s'est passé finalement il y a assez peu de temps dans l'histoire du musée. Là, ça rejoint aussi la question peut-être des autorisations administratives, où effectivement on a eu cette question, notamment pour l'escalier Molien. Bon, on a considéré sur la base de la circulaire de 2009 que c'était des travaux de réparation et que ça nécessitait la dépose d'une autorisation de travaux. C'est pas pour être formaliste et entre guillemets enquiquiner le musée du Louvre, mais on considère que du coup on aura également à la DRAC et plus tard à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, la documentation, enfin la vision globale, toutes les interventions qui se sont déroulées sur cette opération d'escalier Molien, parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure aussi. Bon, le tableau, la toile, elle est inscrite sur les inventaires du Louvre, donc là, elle sera très documentée au sein de la documentation du Louvre, mais quid des cariatides, quid des décors, quid... donc là, on considère que c'est intéressant aussi de comprendre l'intervention dans sa globalité. Je me permets du coup de compléter, parce que c'est vrai que nous, au niveau du bâtiment, à l'inverse des collections, dans le cadre des travaux d'entretien, on n'a pas de dossier des ouvrages exécutés. Donc si on ne demande pas aux entreprises de faire des rapports d'intervention, ou si nous-mêmes, on ne fait pas la documentation, en fait, on n'a aucun historique des petits travaux d'entretien qui sont effectués. Donc c'est vrai qu'à l'inverse, c'est vraiment important cette documentation, mais c'est pas toujours demandé en fait. Est-ce que, à travers les opérations de restauration que vous avez pu mener, on fait des découvertes? Ou finalement, est-ce que tout se déroule comme c'est écrit dans les études préalables et finalement on ne fait qu'intervenir en restauration sans découvrir de choses inattendues? Le souvenir que j'ai de la galerie d'Apollon est qu'on n'avait pas eu de mauvaises surprises. Enfin, l'étude préalable avait été suffisamment précise pour qu'on sache ce qui pouvait, là où il fallait intervenir. Après, il y avait bien sûr des discussions sur les degrés d'intervention dans la restauration des peintures, dans la restauration des stucs, certainement. Voilà, après... non, heureusement, on a peu de mauvaises surprises. Mais enfin, moi, j'en reviens toujours à l'exemple des tableaux de chevalet. Il arrive qu'on ait des surprises au moment du nettoyage. On découvre une figure qui avait été recouverte. On découvre un repentir intéressant qui peut conduire à interpréter différemment la signification de l'œuvre. Ça peut aller jusque-là. Dans le cas de l'entretien des grands décors, il peut certainement se passer la même chose. Mais je dirais que les décisions peut-être seront moins dramatiques par rapport à celles qu'on pourra prendre de faire disparaître un personnage, de faire disparaître à nouveau une figure qui aura été, disons à un moment donné, masquée dans un tableau de chevalet. Voilà, mais enfin, là, peut-être vous avez des exemples à... Alors, je pense à l'exemple de la galerie Mazarine, où on est aussi dans du grand décor. Donc là, on était dans une restauration fondamentale. Alix pourra aussi en témoigner. Et bon, il y a eu moult études préalables, il y a eu une travée test, mais néanmoins, l'histoire de la galerie, donc Romanelli, et très vite après, enfin je ne sais plus, une vingtaine d'années après, il y a eu ce qu'on appelle des voiles de pudeur qui ont été posés sur un certain nombre de figures allégoriques. Et la question était de savoir, est-ce qu'on les enlève, on les enlève pas, est-ce qu'on essaie de retrouver l'original, l'œuvre de Romanelli. Donc ça, c'est des sujets passionnants. Et là, c'est parce qu'on est dans de l'iconographie. Sur le grand décor, on a moins de surprises. La surprise, c'est en général des surprises un peu spectaculaires. D'ailleurs, vous voyez toujours à travers ces diapositives qui défilent,
où on redécouvre une polychromie absolument incroyable. Là, alors je reparle de l'escalier Molien, on a l'impression que la peinture est grise, que ça a été gris depuis sa mise en œuvre jusqu'à la fin, jusqu'au début du XXe siècle. Or, en fait, on a un ton pierre très clair, voilà. Je repense à, je crois que c'est le Salon Carré, où on a redécouvert une polychromie dans une frise qui a un côté déjà presque art nouveau, avec des verts tendres. On est peut-être plus habitué aujourd'hui, dans notre esthétique d'hommes et de femmes du XXe et du début du XXe siècle, du XXIe, à une polychromie riche du XIXe et du début du XXe. Donc c'est des belles surprises. Après, ce qu'on a eu, j'ai pas en tête, hein, mais je laisse peut-être Alix compléter sur la galerie Mazarine, si on a des découvertes désagréables d'incidences de fuite d'eau ou de mouvements de la voûte. On avait beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'en parlant des études préalables, c'est une évidence, ça permet de donner un cadre quand même et d'éviter des bords trop importants et de tout de suite partir sur quand même un fil conducteur qui s'avère durant le chantier en général celui correct. Ensuite, inévitablement, une fois qu'on est sur le chantier, on améliore. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous a permis dans le cadre de la galerie Mazarine, lors de l'étude, on n'était pas sûr de pouvoir arriver à toucher ces fameux voiles de pudeur. Et seule l'action et seul sur le chantier, on avait suffisamment de temps, suffisamment d'endroits où on pouvait aller, parce que l'étude, bien évidemment, on se contente de quelques endroits. On ne sait pas si c'est nous qui continuerons ou pas. Donc inévitablement, on n'a pas une marge de manœuvre trop large non plus. Donc on ne peut que donner des pistes et dire, voilà, ça devrait marcher comme ça, vous pourrez aller dans ce sens-là. Le chantier, c'est une autre chose, on est dedans, on a la responsabilité et d'un coup, on peut véritablement réfléchir jusqu'au bout et dire toutes les possibilités et tester l'éventail complet que nous avons exactement comme technique et qui permettent de dire on peut arriver à ça et ensuite, grâce au comité scientifique, à toutes ces réunions que nous faisons, des décisions peuvent être prises commune et dire voilà, ça c'est le chantier c'est l'état historique que nous voulons et vers quoi on va. En règle générale, sinon, des mauvaises surprises sur des chantiers, il peut y en avoir. Mais plus on avance, plus on cherche à éviter ce genre de mauvaises surprises. Et les mauvaises surprises, en général, c'est plutôt parce qu'en effet, on a des choses qu'on ne pouvait pas voir et qu'on voit par la suite en cours de travaux. Et c'est juste qu'on avance là aussi. Et comme on a les échafaudages, on a les accès, c'est là où on peut enfin prendre en considération la totalité et le réel. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, hein, je veux dire, et des accidents arrivent. On ne va pas citer le dernier, mais il y en a eu quand même nombreux et ça fait partie du jeu aussi, j'ai envie de dire, du travail. Mais aujourd'hui, tout est mis en place pour éviter qu'il y ait trop de mauvaises surprises. Merci. Alors, l'heure tourne, il va falloir conclure. Moi, j'ai une dernière question à poser avant de passer la parole à la salle. On a bien senti tout à l'heure, à travers les interventions de Pierre et Vincent, qu'on avait quand même une petite difficulté juridique, en tout cas sur la définition des différentes notions. Je reviens pas là-dessus, mais effectivement, cette difficulté aujourd'hui, on arrive à la traiter par un dialogue constant. C'est notamment le cas au Louvre avec un dialogue permanent avec nos deux architectes en chef des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France et l'ensemble des services de la Direction régionale des affaires culturelles, bien évidemment les départements de conservation. Pour nous, c'est très précieux parce que ça lève toutes les ambiguïtés et ça nous permet d'avancer sereinement sur tout ce qu'on fait aujourd'hui au sein de cet établissement. Est-ce que ce dialogue, vous percevez qu'il facilite également vos missions côté DRAC ou côté ABF ou côté département? Est-ce que vous le percevez? Est-ce que c'est également facilitateur pour répondre aux questions de périmètre qui se posent par rapport à ces notions? Ce dialogue est très important et dans le rappel historique que j'ai fait tout à l'heure, moi j'ai parlé d'une situation où finalement les gens ne se parlaient pas.
C'était une situation qui était paradoxale, mais qui tenait au fait qu'il y avait des entités administratives différentes. Il y avait les départements, il n'y avait pas de direction du musée du Louvre jusqu'au milieu des années 80. Il faut se rappeler de ça, c'était quand même une énorme différence. Il y avait des architectes en chef qui étaient chargés d'impulser et de suivre des travaux avec des budgets qui n'étaient pas ceux du musée. Et le fait de donner une structure unitaire au musée du Louvre, donc avec la création d'un établissement public, a évidemment énormément changé les choses, puisque à présent c'est le musée qui gère, qui décide en accord avec l'architecte en chef, en accord avec la DRAC, eh bien ce qui doit être fait, à quel moment, et bien sûr en tenant compte des impératifs de la vie du musée, donc qui sont la circulation du public, qui sont l'accès à l'ensemble des collections le plus possible pendant le... Donc la situation a évidemment énormément évolué par rapport à une situation que je décris il y a moins d'un demi-siècle. Elle est plus favorable, elle est beaucoup plus favorable bien sûr, mais il faut souhaiter que ce dialogue se poursuive et que peut-être il prenne d'autres formes, notamment avec des échanges de documents plus réguliers, plus complets, et puis aussi peut-être l'élaboration de calendriers de suivi qui soit plus régulier que ce qu'on a fait jusqu'ici, parce que ce que nous a décrit Anne de Valens avec la mise en place du service de la conservation préventive, elle a parlé d'un premier écueil, elle a parlé d'étapes qui ont été, d'obstacles qui ont été progressivement surmontés. Bon, on est peut-être maintenant parvenu à un rythme de croisière qui est plus satisfaisant et qui permettra certainement à l'avenir de planifier et d'organiser de façon plus cohérente l'entretien des grands décors du Palais du Louvre. Je vais me tourner vers la salle parce qu'il y a sûrement plein de questions pour nos intervenants. Alors, on a du mal à voir. Oui, merci. Est-ce que je peux introduire le thème des crues centennales? Qu'est-ce qui est prévu? Il doit certainement avoir des endroits où, a priori, il faut se résoudre à ne pas agir. Et est-ce que ça pourrait même aller jusqu'à faire un entretien spécial qui peut paraître une hérésie, mais qui serait peut-être justifié, c'est-à-dire à tel endroit, rajouter une couche de je ne sais pas quoi, d'étanche ou autre, qui évidemment ne préserve pas l'état initial, évidemment, mais permettrait, en cas de crue centennale, de ne pas avoir trop de dégâts. Pour les crues centennales, je crois qu'on peut être raisonnablement sûr que lorsqu'elles se produiront, elles n'iront pas jusqu'aux parties hautes des décors du palais et qu'elles n'affecteront pas l'intégrité de ces décors. Maintenant, tout est possible, évidemment, mais enfin, la plupart des décors dont nous parlons aujourd'hui se trouvent à des hauteurs importantes. Comme vous le savez, donc, le musée du Louvre a pris largement en compte la question des crues décennales en décidant donc de transférer ces réserves donc dans des réserves extérieures qui sont situées à l'extérieur du Palais du Louvre, puisque lorsque le projet du Grand Louvre a été fait, eh bien, on avait imaginé, et l'idée était très judicieuse, eh bien de construire des réserves souterraines pour les différents départements qui permettent de faciliter la gestion des collections. Encore une fois, la situation antérieure était bien plus défavorable puisqu'il y avait des réserves extérieures. Moi, je me souviens de tableaux qu'il fallait faire venir du Palais de Tokyo, les amener au Palais du Louvre. Il n'y avait pas de monte-charge, il fallait les transporter à la main jusqu'au premier étage du Palais du Louvre. C'était quelque chose de très complexe. Donc le projet du Grand Louvre avait donc imaginé ces réserves souterraines, et puis on a découvert avec les grandes crues historiques qui se sont produites en 2002 à Dresde et à Prague que, eh bien, malheureusement, les réserves souterraines posaient un problème pour les musées dans leur ensemble, et donc les décisions ont été prises à ce moment-là d'évacuer la plus grande partie des œuvres conservées dans des réserves souterraines, et c'est ce qui a débouché sur, quelques années plus tard, eh bien, la construction et l'ouverture donc du centre de conservation du Louvre à Liévin. Voilà, donc on a en quelque sorte résolu le problème pour les collections. Pour les décors, eh bien, il y a évidemment des dangers que représentent les crues décennales, mais ces dangers
je dirais qu'ils peuvent concerner des sols, ils peuvent conserver des façades, la partie basse des façades, mais souhaitons qu'ils ne soient jamais de nature à représenter un danger pour les décors dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire les grands décors plafonnants, les décors peints ou les décors sculptés. Vous parliez des voiles de pudeur. Qui décide et comment décidez-vous de leur devenir? Alors, les décisions éventuelles de les enlever ou pas se prennent dans le cadre d'une restauration, elles se prennent dans le cadre de façon pluraliste, c'est-à-dire que les restaurations des peintures ne sont jamais dirigées par un seul conservateur, elles sont toujours le résultat de discussions collégiales de l'ensemble des conservateurs du département des peintures. Il y en a 11, avec leurs collègues du Centre de recherche de restauration du Musée de France, avec bien sûr les restaurateurs en charge des restaurations. Et lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre lors des restaurations, eh bien, ces décisions sont prises collégialement en ayant pesé le pour et le contre. Et dans le cas des décisions qui peuvent concerner des repeints de pudeur, eh bien, des voiles de pudeur, donc des interventions postérieures à celles de la création de l'œuvre qui ont été faites sur les œuvres pour des raisons esthétiques ou autres, eh bien, la décision est prise à un moment donné en fonction de ce que cet enlèvement de voiles de pudeur eh bien, pourrait disons, impliquer dans la lecture de l'œuvre. Dans le cas de la galerie Mazarine, il y a eu des débats qui ont été tranchés finalement dans le sens, je crois, de l'enlèvement de la plupart de ces voiles de pudeur, mais enfin les avis étaient partagés. Il est important qu'il y ait des discussions, il est important que ces discussions soient articulées sur des indications historiques très précises, mais en dernier recours, il y a évidemment un choix esthétique, et le choix esthétique, eh bien, c'est celui que finalement a été décidé collégialement lors des réunions du comité scientifique de cette restauration. Je vais ajouter également l'aspect matériel de l'œuvre, parce qu'on peut avoir une vision esthétique, comme le dit Stéphane Loire, mais il y a aussi c'est là où c'est un dialogue permanent avec les restaurateurs. Matériellement, est-ce qu'on arrive à les enlever sans altérer les couches sous-jacentes? Il y a l'aspect des liants, enfin, c'est tout l'aspect matériel de l'œuvre. Donc il y a aussi cette interaction, enfin, cette prise en considération très essentielle aussi, parce que, comme je l'ai dit, on peut avoir une vision un peu idéale, esthétique, mais concrètement, au jour d'aujourd'hui, comment l'œuvre est parvenue jusqu'à nous et quel est son état. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, c'est assez factuel après ça, en effet, c'est-à-dire qu'on a toute une base de données qui est fournie, c'est-à-dire d'une part, de ma part, en tant que restauratrice, la faisabilité, dans quelle mesure on maintient bien la conservation et on n'altère absolument pas la peinture d'origine. Deuxièmement, il y a des analyses scientifiques qui étaient à l'appui, une imagerie scientifique aussi à l'appui, les données d'archives. Tout était analysé, donc on s'est appuyé aussi bien donc, sur des faits historiques, scientifiques, techniques, qui ont permis quand même d'établir ensemble, avec un comité scientifique, où nous étions quand même très nombreux, tous venant de spécialités bien précises. On était plus d'une vingtaine de personnes, je me souviens, et ce qui a permis quand même, après ça, de trancher, et trancher en fonction aussi d'une cohérence de l'intervention de restauration et du parti qui a été décidé, à savoir revenir à un état architectural lié à une date précise, à savoir la moitié du 19e siècle, avec les interventions d'Henri Labrouste. Ça aussi, ça reste un point qui est très défini et qui permet, encore une fois, de donner des cadres très précis à toute intervention, d'autant plus que c'est important sur le monument et sur les grandes galeries en particulier, parce qu'on ne le prend pas comme un élément unique, juste une petite partie, c'est un élément complexe, multiple, composé aussi bien des stucs que des peintures, et dans lequel ensuite s'intègre bien évidemment toute l'histoire. Donc à partir, c'est vraiment derrière une vision globale, mais avant tout, c'est de savoir qu'est-ce qui est faisable ou pas et d'assurer la conservation des œuvres, c'est le premier point.
Et je ne vais pas évacuer la partie de la question sur les ressources budgétaires, même si je ne vais pas me livrer à une présentation exhaustive du budget du Louvre. Le Louvre investit une somme conséquente tous les ans sur l'entretien de son patrimoine. Vous le voyez à travers les opérations qui sont en cours, que ce soit sur la rue de Rivoli, sur l'aile du Bordelot côté Seine. On vient de livrer la cour Le Fuel. Tout ça, c'est permis à la fois par une subvention du ministère de la Culture, une subvention annuelle. C'est permis par des recettes de bâches publicitaires, comme vous en avez actuellement dans le jardin du Carrousel et sur la rue de Rivoli. Et c'est permis également par des opérations de mécénat. On va démarrer normalement d'ici la fin de l'année 2022 la restauration de l'Arc du Carrousel, qui est une opération qui a fait l'objet d'une campagne Tous Mécènes il y a quelques années. Donc on consacre une part importante de notre budget, y compris d'ailleurs en ressources propres, à ces questions de restauration et d'entretien. La part de l'entretien est également une composante importante et ça passe également par des enveloppes dédiées sur la conservation préventive. Comme l'a dit Anne de Valence tout à l'heure, on s'attache à programmer et à budgéter une opération importante par an. Est-ce que ça va si je pose une question en anglais? Oui, d'accord, merci. I find quite interesting the question that you asked whether maintenance could ever result in degradation. And I'm interested in a specific instance of this. When removing the dust, when cleaning, have you ever observed any surface loss, especially in gilded materials? When removing the dust from the gold, is there any risk of loss of material in the surface? Je vais peut-être répondre en français en premier. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans le cadre de l'entretien, on est sur la surface et on est vraiment sur du dépôt poussiéreux, pulvérulent, sur lequel nous intervenons vraiment avec beaucoup de cautèle, c'est-à-dire qu'on est avec des aspirateurs, des pinceaux doux, et avant d'aspirer, on vérifie bien évidemment la bonne adhésion de toutes les couches, que ce soit des dorures ou bien évidemment de la peinture ou autre type de matériaux qu'on peut avoir originaux. Cet avantage qu'on a avec cet énorme dépoussiérage, comme vous pouvez le voir sur toutes les photos, déjà c'est époustouflant, en particulier sur tous les objets en volume. Ça l'est moins sur les peintures, parce que le dépôt poussiéreux sur les peintures, ça prend moins, ça glisse. C'est une chance pour les peintures en règle générale. Par contre, les sculptures, tout ce qui est ensuite corniche ou autre, c'est effrayant comme ça se dépose très vite et que ça couvre et ça cache énormément l'œuvre en tant que telle sur un plan esthétique, mais c'est aussi sur la conservation. C'est-à-dire, on n'a plus accès à la couche, donc on ne voit absolument pas quel est l'état de conservation en dessous. Donc cette intervention aussi d'entretien de dépoussiérage permet de vérifier ainsi que tout ce qui est en dessous est dans un état de présentation stable en conservation, état de présentation certes esthétique, mais aussi de voir les possibles problèmes structurels qui peuvent en découler. C'est-à-dire que là aussi, la poussière, en définitive, s'installe partout, crée ce matelas et empêche de voir tout. Donc inévitablement, si on maintient cette poussière accumulée sur des cycles d'années constantes, on ne peut plus avoir accès. Ce n'est pas le dépoussiérage qui va créer un problème au niveau de la conservation des strates. Si vous intervenez un peu plus loin, à savoir dans une intervention de décrassage, ensuite de nettoyage, à partir de là, vous utilisez des produits qui sont actifs, nettoyants. Mais on va dire qu'aujourd'hui, les protocoles que nous établissons sont faits toujours avec des contrôles qui sont chimiques. On prend toutes les plus possibles de données d'informations, aussi bien physiques que chimiques. Enfin, il y a aussi la physique. Et après quoi, on établit des protocoles grâce à des tests que nous faisons et qui nous permettent de travailler en sérénité et de pouvoir être sûr de ce que nous faisons. On contrôle notre action aussi à l'aide de lumière UV, d'autres choses, mais on va dire qu'aujourd'hui, le restaurateur a quand même pris l'habitude d'être toujours dans une approche de l'œuvre de manière sereine et à ne pas abîmer.
les produits que vous allez utiliser, bien évidemment, peuvent avoir un impact. Tout dépend comment vous les utilisez, quels sont ceux que vous choisissez, et la main aussi du restaurateur. Mais aujourd'hui, quand même, on a des bons restaurateurs, en règle générale, qui savent travailler et qui sont là pour ne pas abîmer, mais au contraire être dans une optique de conservation. Mais le dépoussiérage est essentiel pour voir quelque chose déjà. Moi, j'avais des questions précises sur deux ensembles de décors du Louvre. Tout d'abord, le passage Richelieu, dont la moitié des candélabres et des réverbères sont décapités, branlants, remplacés par des cônes. Est-ce qu'une action est prévue là-dessus? Parce que c'est quand même le cas depuis des années. Et sur le salon Denon, avec les décors de Muller, vous avez acheté l'année dernière tout un ensemble d'études. C'est le grand décor aujourd'hui le plus abîmé, ou en tout cas le moins présentable du musée. Est-ce qu'une action, donc une restauration fondamentale, est prévue ces prochaines années? Sur le décor de Muller, je dirais que c'est un souhait que nous avons depuis de nombreuses années, de voir ce grand décor restauré. Mais enfin, c'est une entreprise qui a un coût très important, ne serait-ce qu'à cause de la taille des échafaudages qu'il faudrait monter dans cette salle. Et il est vraisemblable que l'intervention souhaitable irait bien au-delà de la simple intervention d'entretien, puisque ces décors n'ont certainement pas été vus ni touchés depuis très longtemps. Voilà, donc c'est certainement un des grands chantiers à entreprendre dans les années à venir, mais un chantier dont l'ampleur sera certainement comparable à celle qu'a représentée la restauration de la galerie d'Apollon qui s'est terminée en 2004. Pour compléter, en fait, sur nos futurs grands chantiers de restauration, on a travaillé en étroite collaboration avec notre architecte en chef des monuments historiques sur le palais, Michel Goutal, il y a quelques mois, pour définir nos priorités d'action quasiment à 30 ans, puisqu'on est obligé de faire de la projection pluriannuelle sur ces questions, comme vous l'avez compris à l'issue des échanges de ce matin. Donc cette opération en fait partie. Après, c'est évidemment une question budgétaire et de priorisation. La première grande opération, alors elle n'est pas intérieure, elle est extérieure, mais qui a été initiée au cours des derniers mois et qui va se poursuivre probablement sur les 4 ou 5 prochaines années, avec une interruption liée à l'échéance olympique, c'est la restauration de l'ensemble de la façade de la rue de Rivoli. Pour compléter la réponse sur la partie du passage Richelieu, oui, ce que vous décrivez n'est pas digne du Louvre. Oui, on y travaille. Oui, c'est budgété en 2022. C'est un travail qui doit se faire en collaboration avec la ville de Paris, puisque ces éclairages relèvent de l'éclairage public, quand bien même ils sont situés sur le domaine national du Louvre et des Tuileries. Donc on a initié une démarche avec le nouveau concessionnaire d'éclairage public de la ville de Paris, qui s'appelle la société Cielis. Et donc j'espère qu'on arrivera à traiter ce problème historique dans les prochaines semaines ou les prochains mois, en tout cas avant la fin de l'année 2022. Oui, si vous le permettez, je voulais revenir un peu sur les aspects financiers, justement, et à travers le prisme du passage Richelieu, où on est tous effectivement stupéfaits quand on arrive de voir dans quel état il est, malheureusement. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu, justement, des décisions qui doivent être opérées en termes d'arbitrage entre la restauration des décors, celle des œuvres? Par ailleurs, évidemment, c'est toujours plus difficile d'obtenir des budgets d'entretien que des budgets affectés à une opération un peu prestigieuse pour laquelle on pourrait escompter du mécénat. Donc, à partir d'une prévision pluriannuelle avec des déclinaisons annuelles, comment s'opèrent les choix, sans rentrer évidemment dans les détails? Est-ce que vous avez a priori fixé des critères, des paramètres entre l'entretien des décors, celui des œuvres ou d'autres types de différences? Le prisme que vous décrivez n'est pas totalement complet, puisque au-delà des restaurations, des décors et des œuvres, bien évidemment, on doit intervenir sur nos équipements techniques, sur du réaménagement de salles, sur des nouvelles présentations muséographiques. Donc les arbitrages, évidemment, ils se font par rapport à tous les aspects de ce qu'est un plan d'investissement sur un établissement tel que le Louvre.
Il ne vous a pas échappé non plus qu'on vient de traverser une période de crise sanitaire qui n'a pas été très favorable à ça, quand bien même on a bénéficié d'un soutien considérable de notre ministère de tutelle. Le travail qui est mené, en fait, il porte plus sur ce que serait un bon niveau d'investissement sur chacun des segments sur lesquels on doit travailler. C'est-à-dire qu'on sait que de la restauration de façade, on va devoir la faire, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les 50 à 80 ans. Vous faites le tour du palais, vous mesurez le nombre de mètres linéaires que ça représente et vous regardez combien ça fait de mètres à traiter tous les ans et combien ça fait en termes de budget correspondant, même si évidemment il y a des différences en fonction de du qualité ouvrageux ou moins des façades. Mais c'est bien ça qu'on s'attache à faire. Et de la même manière sur nos équipements techniques, par rapport au parc qui existe, qui est installé sur le domaine. On sait qu'un équipement technique va avoir une durée de vie de 30 ans. On s'attache à organiser les plans de renouvellement successifs. Donc notre plan d'investissement, c'est un peu comme ça qu'il est construit sur chacun des items. On s'attache à avoir chaque année le bon niveau d'investissement en face des besoins qu'on a à honorer. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement, je sens pas complètement, mais je ne peux pas vous faire une autre réponse. Et si, pour compléter quand même, on fait évidemment la distinction entre ce qui relève de l'entretien et de l'investissement. Donc le budget d'investissement annuel n'a pas été réduit du fait des conséquences de la crise sanitaire et il a plutôt tendance depuis quelques années à augmenter sensiblement sur les aspects d'entretien du patrimoine. Enfin, je pense que Christelle pourrait en témoigner puisqu'elle nous accompagne au quotidien et elle a beaucoup plus de travail sur le domaine national du Louvre et des Tuileries que ce qu'elle avait il y a quelques années, je pense. Il me reste à remercier chaleureusement tous les intervenants de ce matin, puis toutes les personnes autour de la table ronde. Merci beaucoup pour votre contribution. Finalement, s'il fallait tirer une conclusion côté musée du Louvre de cette matinée d'échange, c'est qu'on est sur un système entre l'entretien et la restauration qui n'est pas clairement défini, mais finalement sur lequel on arrive à fonctionner très très correctement à travers un dialogue constructif avec l'ensemble des intervenants. Et il y a deux questions fondamentales finalement qui sont un peu sous-jacentes à tous les débats qu'on a eus ce matin, qui sont celles de la temporalité, sur lesquelles on sera amené à travailler dans les prochains mois, puisque la notion maintenant de conservation préventive et d'entretien atteint un certain degré de maturité. Et la notion de la documentation, alors je ne l'ai pas dit, mais comme beaucoup d'établissements patrimoniaux, on s'est lancé dans la modélisation numérique qui doit aussi nous permettre de probablement mieux programmer nos futures campagnes d'entretien, de restauration, de conservation préventive. Merci à tous pour votre attention. Très bon appétit.